On va reprendre avec un talk de Loïc et d'Antoine. Donc Loïc, ici présent, un grand fan d'intégration continue et puis il s'est lancé dans le speak dernièrement, il a envie de continuer, s'améliorer là-dedans. Et puis Antoine s'amuse en ce moment pas mal avec Kotlin Multiplateform, Compose et SwiftUI. Et il aime le métal et les chats. Et ils sont tous les deux développeurs chez Worldline. Donc, et puis ils vont nous parler tous les deux de cartes bancaires aujourd'hui. Donc voilà, bon talk. Merci. Alors déjà, merci d'assister à un talk technique comme ça en fin de journée. On va essayer de le rendre le plus digeste possible. Alors j'attends que les dernières personnes rentrent dans la salle. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça encore 4-5 ans, il y a beaucoup de personnes qui étaient réticentes au paiement sans contact. Et on les comprend parce que dans le processus de paiement, nous, on a l'habitude d'insérer la carte dans le lecteur et surtout de faire un code à 4 chiffres pour attester que la carte qui va servir au paiement, c'est bien la nôtre, on connaît le code et du coup, il n'y a pas de fraude à ce niveau-là. Et avec le paiement sans contact, on passe juste la carte sur le lecteur et c'est validé. Donc n'importe qui a votre carte peut payer à votre place. En 2020, il s'est passé un truc dont on se souvient un peu tous, qui a un peu chamboulé les habitudes. Je ne vous refais pas le topo, je pense que vous vous en rappelez aussi. Et pour lutter contre la propagation du coronavirus, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place, avec notamment les petites croix sur le sol qui permettent d'être à 1 mètre de la personne devant nous dans les files d'attente. Il y avait les petits papiers qu'on devait signer nous-mêmes pour s'autoriser à sortir. Et parallèlement à ça, il y a également les commerçants qui ont essayé de plébisciter le paiement sans contact pour simplement éviter que vous touchiez le même appareil que les 50 gars avant vous dans le magasin. En plus de ça, à ce moment-là, le plafond de paiement sans contact est passé de 30 à 50 euros, ce qui a encore plus encouragé finalement ce comportement. Bon, alors pour ce talk, j'ai l'habitude de faire le petit sondage, mais je pense qu'en 2024, le constat va être encore édifiant. Qui a l'habitude de payer en sans contact régulièrement? Voilà, merci beaucoup. Alors globalement, comment ça marche un paiement sans contact? Eh ben, bon, on sait tous, il y a un appareil qui va chapeauter la transaction, qui est le terminal de paiement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se passe concrètement le paiement? Comment les informations vont transiter? Et comment on passe d'un montant qui est demandé par un commerçant à un débit sur votre compte bancaire et un mouvement d'argent? Et surtout, comme on parle de paiement sans contact en NFC, est-ce que finalement, on n'aurait pas tous un appareil qui est facile à programmer, équipé d'une antenne NFC et qui est en plus de ça pas mal au centre du sujet de cette conférence, à savoir un téléphone mobile, et pour le coup ici un téléphone Android. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Robier, voici Loïc Fallon. On est tous les deux développeurs chez Worldline, comme on nous a présenté juste avant. Et donc Worldline, je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une entreprise qui est surtout connue pour du paiement. Vous voyez très certainement le logo sur des petits terminaux de paiement parfois ou sur certains sites internet quand vous commandez en ligne. Et nous, on fait partie d'un département qui fait essentiellement du mobile. Donc que ce soit de l'Android, de l'iOS, un petit peu de Flutter, on est quand même relativement libre sur les technos qu'on utilise, à savoir, comme on le disait, SwiftUI, Compose. Là, on expérimente pas mal sur du KMP, y compris sur des projets qui partent en prod, donc c'est plutôt cool. Et chez Worldline, on a un produit qui s'appelle l'Open Payment. Donc on a pu constater que vous n'aviez pas de solution équivalente à Nantes, mais en gros, ce qui se passe, c'est que dans les transports en commun, donc dans les trams ou dans les bus, quand vous montez, vous avez une sorte de gros valideur qui ressemble à un gros terminal de paiement et vous pouvez passer votre carte bancaire dessus et ça va déclencher un paiement, mais pas un paiement immédiat. Ça va en fait déclencher un paiement sur un wallet que vous avez créé juste avant et qui va du coup créer une sorte de ticket virtuel où votre carte bancaire devient votre titre de transport. Donc en particulier pour les contrôles, quand un contrôleur monte dans le bus et demande voilà, contrôle des titres de transport, et ben vous sortez votre carte bancaire, il passe un appareil Android sur votre carte bancaire et il sait si vous êtes en règle ou pas. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a développé nous l'application de contrôle pour les contrôleurs. Donc au niveau de l'open payment, on a la ville de Dijon, Lyon, Aix-en-Provence qui sont équipés avec cette solution-là. Mais on a donné le talk à Rennes l'année dernière et on a vu qu'ils avaient une solution qui était équivalente, qui n'était pas faite chez Worldline, mais voilà.
Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va voir comment on peut faire communiquer son téléphone avec sa carte bancaire. Ou plus intéressant, son téléphone avec la carte bancaire de quelqu'un d'autre. On va y revenir, vous inquiétez pas. Loïc, les échanges bancaires, tout ça, toi tu t'y connais un petit peu, c'est le cirque, on fait ce qu'on veut, non? Non, pas du tout. Au niveau des échanges bancaires, c'est ultra normé. Donc, on va faire un peu le tour sur les normes qu'on a actuellement. Donc, je peux te parler d'abord de la norme ISO 1443. Donc, derrière ce nom un peu long, on a un standard international de communication de nos cartes bancaires. Donc, toutes vos cartes bancaires sont soumises à cette norme. Et derrière cette norme va se cacher quatre parties. Donc, la partie physique, ce à quoi ressemble votre carte. La partie interface de fréquence radio, donc sur quelle onde émet votre carte. La partie activation et anti-collision. Donc, ça va être la partie quand est-ce que votre carte va devoir émettre et comment elle doit réagir lorsqu'elle va émettre en même temps que notre carte. Et la dernière partie, ça va être le protocole de transmission. Comment elle va devoir envoyer et sécuriser les données. Si on veut aller un peu plus loin, on peut aller au niveau de la norme EMV. Donc, la norme EMV, c'est un petit kiff. Bon, c'est un talk qui est assez technique, donc si vous voulez, vous pouvez scanner le petit QR code qui est là, et on va essayer de deviner ensemble ce que veut dire EMV. Alors, c'est la première fois qu'on le fait comme ça, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le petit outil Mentimeter là. On a 50 participants max sur la version gratuite. J'ai compté, a priori, on n'est pas trop mal. C'est bon pour tout le monde? On est parti. Alors, que signifie l'acronyme EMV? Attends, je vais vérifier ici si je peux faire. Hop. Ah, vous êtes déjà très nombreux, 28 players. Alors, c'est parti. Donc, ça peut être soit Europay Mastercard Visa, Europay Maestro Virement, évasion massive de Velociraptor ou la réponse D. Elles sont pas très difficiles, hein, c'est juste du divertissement. Il n'y a rien à gagner à la fin à part la gloire. Hein. Et des secondes. Oui, parce que du coup, c'est des millions de sum ouzbek. Hein. Le sum ouzbek, si vous gagnez 1 million, ça fait à peu près 60-70 euros. Ce qui est déjà pas mal. Mais Et oui, bien joué, c'était Europay Mastercard Visa. Vous êtes 21 à avoir répondu la bonne réponse, ce qui est plutôt cool. Merci Antoine pour ce petit interlude. Donc, revenons sur la norme EMV. La norme EMV, donc, comme on l'a vu, tire son nom des organismes européens, Mastercard et Visa. Donc, c'est les organismes à la base de cette norme. Au début, c'est 3 organismes qui se sont posés et qui ont décidé d'unifier leur processus de paiement. Donc, vérifier les informations qu'ils vont envoyer et comment y arriver. En plus de ces 3 organismes, ils vont être rejoints ensuite par UnionPay, American Express et bien d'autres. Donc, l'EMV, ça se basait sur 3 parties. La première, c'est l'interopérabilité internationale. Les processus de paiement seront les mêmes pour chaque organisme dans chaque pays. Que vous soyez en France, au Japon ou dans n'importe quel autre pays qui supporte la norme EMV, les processus de paiement seront les mêmes. Ensuite, on a la vérification et le chiffrement des données et des transactions. Donc, votre carte est capable de identifier si une transaction est suspecte. Par exemple, des fois, quand vous voulez faire du sans contact, votre paiement sans contact est refusé, vous ne savez pas trop pourquoi. C'est potentiellement votre carte qui suspecte la transaction d'être mauvaise. Et en dernière partie, on a la gestion du multi-application. Une application dans le cadre d'une carte bancaire, ça peut être l'émetteur, donc Europay, Mastercard, Visa, carte bancaire. Ça peut être l'utilisation, si c'est une carte de débit, une carte de crédit, et toute autre application. Par exemple, si vous avez un portefeuille de monnaie ou quelque chose de rattaché, tout ça, ce sont des applications. Et donc, la gestion du multi-application, c'est le fait d'avoir toutes ces applications sur une seule et même carte, au lieu d'avoir une carte par application. Et donc, avec la norme EMV, on va avoir accès à diverses informations. Pour avoir accès à ces informations, on va utiliser des commandes APDU. Donc ça, on verra une tapée, ceci, ça va nous expliquer. Et on aura accès aux informations suivantes. On aura le PAN, la date d'expiration, la transaction et le facteur de forme. On aura bien d'autres. On va retenir que ces 4 fois-là. Le PAN, c'est pas le truc des pizzas, hein. Ouais, d'accord. Donc le PAN, date d'expiration et transaction, vous savez, je pense savoir
pense que vous savez ce que c'est. Par contre, le facteur de forme, pour préciser, ça va être le support utilisé. Donc, les cartes bleues, votre téléphone, votre montre, ou alors votre frigo. Parce que chez Mastercard, votre frigo est un moyen de paiement. Pas pratique à sortir sur les poches, mais c'est un moyen de paiement. Et les réponses, vous avez avec ce format-là, donc au format TLV. Et donc, Ouais, bah ouais. quiz, TLV, qu'est-ce que ça veut dire alors? si vous n'avez pas fermé la page, vous avez toujours accès au final normalement. Ouais, je vois les gens qui se reconnectent, c'est pas parfait. Allez, on a 24 players, je crois que c'était à peu près le même nombre que tout à l'heure. Alors, que signifie TLV du coup? On a Turtle Lifting Weight, avec l'accent, Throated Load Variance, Tag Length Value ou la réponse D. Et je suppose que la personne qui avait répondu la réponse D tout à l'heure risque de répondre la même chose. Et c'est parfait. Et la réponse était Tag Length Value. Bien joué. Donc, Pourquoi ça s'appelle Tag Length Value du coup, Emmerich Loïc. Ouais, je change les prénoms des gens, moi j'aime bien. 3 comptes, change de nom, super. Donc, tag length value, c'est assez simple. On va retrouver une chaîne de caractères avec en première valeur le tag, donc ici le tag 111, ensuite sa taille, donc ici 42, et les 42 prochaines valeurs feront partie du tag 111. Et dans ce tag 111, on peut retrouver un ou plusieurs tags, qui lui-même pourra comprendre un ou plusieurs tags, qui lui-même pourra inclure un ou plusieurs tags, et ainsi de suite. Je crois qu'on a compris, ouais. Et donc, comme vous voyez arriver, il y a un moment, quand on fera du code, on va avoir des belles fonctions récursives à faire. Parfait, parfait. Merci Loïc pour toutes ces informations qui étaient très précises sur le sujet. Maintenant, on va parler un peu de la clé de tout dans les échanges, c'est la communication. Donc Loïc nous a mentionné que le dialogue allait se faire avec des commandes APDU. Donc APDU... Ah bon, tu me l'as fait aussi. C'est cadeau. Pour Allez. Simil Semousbeck, que signifie l'acronyme APDU? Réponse A, Astro Penguins Detecting Unicorns. Réponse B, Application Protocol Data Unit. Réponse C, Atomic Protocol Dimension Unicity. Réponse D, non, D, la réponse D. À vos votes. C'était pas très difficile des questions, Loïc. Ok. Bon, je crois qu'il reste peut-être une personne à répondre. On va afficher la bonne réponse qui était effectivement Application Protocol Data Unit. Et oui, mais ça vous avance peut-être pas vraiment beaucoup. En fait, Application Protocol Data Unit, ça va être un protocole d'échange de données, au même titre que le protocole HTTP auquel je vais faire beaucoup de références puisque c'est quelque chose auquel vous êtes peut-être plus habitué. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une suite d'octets et on va récupérer une réponse avec un body de réponse et un statut. Comme c'est un peu abstrait, je vais vous faire un exemple. Donc ça, par exemple, c'est une requête qu'on pourrait envoyer à une carte bancaire. Alors, comment ça peut se décomposer? Eh bien, le premier octet, ça va être la classe d'instruction. Et le second octet, le code d'instruction. En gros, ici, c'est 00A4, ça va correspondre à un select. Et c'est comme pour les méthodes HTTP, le post, le get, c'est juste le type d'instruction qu'on va envoyer. Je vous en ai mis quelques-uns autres. On a le read record 00B2, le get processing option 80A8. C'est pas le plus important ici. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les deux premiers octets, c'est le type d'instruction qu'on envoie. Les deux suivants, ça va être les paramètres qu'on va être capable d'envoyer en plus du code d'instruction. Nous, ici, pour récupérer le numéro de la carte, on ne va pas trop s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de protocole, c'est pas utilisé que pour récupérer le numéro de carte sur une carte bancaire. C'est un échange de données qu'on peut faire aussi avec des appareils Bluetooth ou avec différents tags NFC. Et donc, du coup, par exemple, si vous avez, ça nous est déjà arrivé, de devoir vous connecter en Bluetooth à un appareil et de devoir setter un niveau de log, par exemple debug, verbose, tout ça, et ben on peut le faire avec les paramètres supplémentaires. Et cette suite de 2 octets va correspondre à une enum qui, du coup, va définir le niveau de log.
Ces 4 octets, ces 4 premiers octets, c'est les choses qui sont obligatoires à fournir pour une requête APDU. Tout ce qui est après optionnel et situationnel en fonction de la requête que vous envoyez. Ici, on a le content length, en gros, c'est la longueur de la donnée qu'on va envoyer. Ça va être vachement plus pratique pour le lecteur ou pour la carte de parser les informations si elle sait quelle taille vous envoyez. C'est l'équivalent du content length en HTTP. Ici, on a 0E, ce qui fait pour les pros de l'EXA 14. Voilà, merci. Ça fait 14. Ensuite, on envoie la donnée. Ici, la donnée, c'est la chaîne de caractères 1p.6.ddf01. Je vous laisse compter, du coup, il y a bien 14 octets ici. C'est pas le plus important. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand vous faites des envois comme ça, si vous êtes fort en mots codés, c'est plus facile à débugger, parce que là, vous voyez par exemple que le premier 31, il correspond au caractère 1 et le dernier 31 correspond aussi au caractère 1. Donc voilà, vous avez des beaux outils à mettre en place si vous voulez vous amuser à débugger ça. Et ça peut permettre de briller chez Papy Mamie quand on parle de mots codés. Le petit dernier, c'est la longueur de la réponse attendue. Alors là, moi, j'ai pas trouvé, j'ai peut-être pas creusé assez, je suis honnête. Ici, pour un select, on attend une réponse, mais on lui donne 0,0. Allez savoir pourquoi. Voilà, je suis pas assez bon en requête APDU et j'avoue qu'on a creusé le sujet dans le cadre de l'application de contrôle, mais pas pour faire des paiements ou ce genre de choses. Donc, on est resté très en surface sur ça. Voilà. Donc ça, c'est la requête. Concernant la réponse, c'est, même si ça n'a pas l'air, beaucoup moins compliqué, puisque comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a toute la première partie qui constitue le body au format TLV. Ici, j'ai mis des petits espaces pour qu'on le voit mieux, mais on a le tag, la longueur et la valeur derrière, ainsi que les deux derniers octets qui vont correspondre au statut de la réponse, comme en HTTP, si vous avez un 200 OK, 403 not authorized, machin, et bien là, ici, vous avez 90.00, ce qui veut dire tout s'est bien passé. Ok, alors on reprend un petit peu de hauteur encore. On connaît le format TLV, Loïc nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. On sait comment on envoie des messages et comment on va récupérer des réponses de la carte. On sait globalement comment on va interpréter ça. Mais Loïc, est-ce que tu sais comment on aborde une carte bancaire pour avoir son numéro? Je pense. Ouais, non, j'ai plein d'idées, mais je vais en dire aucune. Alors voyons ça avec le protocole détaillé. Donc ici, on a deux protagonistes. On va avoir donc notre terminal de paiement d'un côté, ce qui ici va être notre smartphone, et notre carte bancaire. Le premier message qu'on va envoyer, c'est le PSE. On vous épargne le petit slide pour ce qu'est le PSE. Le PSE, je vous donne la réponse tout de suite, c'est Payment System Environment. En gros, on va demander à la carte, ok, je vais t'envoyer une commande et tu vas me donner la liste des applications que tu supportes, des application ID que tu supportes. Loïc en a un petit peu parlé tout à l'heure. Une carte, ça a plusieurs application ID. Un application ID, globalement, c'est toujours en deux parties. On a une partie qui correspond à l'émetteur de la carte, Europay, Mastercard, Visa, et une partie qui correspond au type d'application que vous avez. Si vous allez au magasin faire vos achats, vous allez avoir un certain application ID qui va être pris en priorité. Si vous allez réserver une voiture et qu'ils vous font une empreinte bancaire, mais juste une empreinte, ça va être une autre application ID qui est utilisée. Et si, par exemple, vous avez des cartes qui sont un peu plus complexes, parfois, vous pouvez, quand vous les insérez dans le lecteur, il va vous demander quelle application vous voulez utiliser. Des fois, c'est ou paiement en plusieurs fois ou machin, et ben ça, c'est directement codé dans votre carte. Voilà, donc on demande à l'application la liste des ID qu'elle supporte. La carte nous répond. Donc, au format TLV, on sait la longueur d'un ID, on les récupère. Et après, notre job, ça va être d'en sélectionner un. Alors pour ça, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Nous, la stratégie, elle est très simple. C'est que pour nos tests, on a dit on récupère le premier. Le but, c'est d'avoir la même stratégie que les valideurs qui sont installés dans les bus ou dans les métros ou dans les trams. Parce que si, quand vous badgez avec votre carte dans un bus, ils choisissent un ID qui est différent du vôtre, après, quand on va comparer pour savoir si vous êtes effectivement en règle ou pas, il va y avoir un problème. Ça peut poser problème en prod, par exemple. C'est déjà arrivé. Par exemple. Documentez vos algorithmes. Donc là, je l'ai dit, voilà, on prend le premier de la liste. Donc on va envoyer une commande select ID avec en body l'ID qu'on a choisi.
Et la carte va nous répondre avec son pédole. Je sais que vous l'aimez, mais malheureusement, ce sera le dernier pour 1 million de sommes ouzbek, qui fait beaucoup de sommes. Qu'est-ce que le pédole? A. Un nouveau champion de League of Legends à jouer sur la bot lane. B. Une liste de paramètres que le lecteur attend. C. Une clé de chiffrement. Ou D. La réponse D. On a été super inspirés pour les réponses quand même. Allez, 22 joueurs. C'est parti. Je tiens à rappeler que vous partirez juste avec du sum virtuel, ce qui est encore pire. Ou alors vous gérez avec les organisateurs. Nous, on se dépanne complètement. Quoi qu'il en soit, vous repartirez avec une bonne dose de sum. Après, je pense qu'on est bon. Allez, c'est bon. Alors, c'est parti. C'est effectivement une liste de paramètres que le lecteur attend. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le pédole que la carte va nous renvoyer, il va ressembler à ça. 5F2A, 9F1A, 9A, 9F21. Bon, super abstrait comme ça. Je vous ai déjà aidé, je les ai un petit peu découpés. En fait, c'est effectivement la liste des paramètres qu'on va devoir fournir dans les requêtes suivantes pour en fait configurer finalement la suite des transactions. Ici, quand on potasse un petit peu la documentation, on se rend compte que c'est la devise, le pays, la date et l'heure. Donc, question simple, réponse simple, il n'y a pas de souci. Ici, nous, on va répondre euro, France. On est le 18 juin 2024 et il est 16h22. J'étais presque à l'heure sur mon slide. Mais la question qu'on peut se poser, c'est concrètement comment on va envoyer ces infos-là à la carte finalement, puisqu'on parle toujours en tableau de bytes. Et ben, le truc, c'est que c'est plutôt bien fait, parce qu'il y a une norme encore, la norme 4217, qui régit les entiers qui correspondent à des devises. Par exemple, si vous êtes à Aruba, une petite île à 50 km du Venezuela, et ben on échange là-bas des florins arubais, et le florin arubais, c'est 533. Nous, pour l'euro, c'est 0,978. Je les connais pas tous, j'ai juste flex avec les florins arubais, mais vous cherchez ISO 4217, vous allez retrouver la liste de toutes les devises et des codes associés. Pour le pays, encore une fois, c'est bien fait, c'est normé. On a la norme 3166, ISO 3166 pour les pays. Alors Aruba, ils ont bien fait les choses parce que c'est 533 aussi. Le pays, c'est le même que la devise. Nous, en France, c'est 0,250 pour la simple et bonne raison qu'on est plusieurs pays à utiliser l'euro, alors que je pense que les florins arubais, on ne les trouve qu'à Aruba. Et j'ai encore passé une slide comme la dernière fois. Pour la date et l'heure, je suppose que les fins esprits que vous êtes ont tout de suite remarqué comment ça fonctionnait. Et ben, il suffit d'inverser, d'utiliser la notation américaine 24-06-18 pour la date et l'heure. Il suffit de concaténer l'heure, les minutes et les secondes. Et ce qui nous fait un magnifique pédole à envoyer à la carte 0978 0250 24 06 18 16 20 numéro complémentaire 00. Donc ensuite, on va envoyer une commande à la carte qui va lui demander, en gros, vas-y, donne-moi des options que tu as. Et avec un petit peu de chance, dans ces options, dans ces infos-là, on va pouvoir récupérer le numéro de la carte. Mais il faut du coup lui donner le pédole qu'on a construit en paramètres. Donc on envoie le get processing options et là, la magie opère. On va récupérer un gros tableau de bytes qui, quand on sait le parser correctement, contient des infos très intéressantes, comme le disait Loïc tout à l'heure. Le PAN, donc le numéro de la carte, la date d'expiration notamment, mais aussi le facteur de forme, dans certains cas même le nom de la personne, le nom du titulaire de la carte. Voilà, il y a pas mal d'infos qui sont disponibles dans avec ce genre de requête. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'implémentation concrète sur Android. Loïc, si tu veux faire ça. Pas de souci. Avant de commencer, petit disclaimer. Tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sera de l'algo assez simple, puisque l'algo complet, il y a deux raisons qui fait qu'on ne va pas vous le présenter. La première, c'est que c'est super long, c'est rébarbatif. Franchement, on s'amuse pas. Et le deuxième, c'est que c'est du code propriétaire, donc on ne peut pas vous le donner en l'état. Peut-être à la fin, contre PayPal, on verra. Donc pour l'implémentation Android, on va avoir trois parties. La première, la mise en chasse de la partie NFC. Ensuite, la liaison avec la puce de la carte. Et en dernier temps, l'envoi et la réception de nos données.
Donc, je vais vous présenter pas mal de petits bouts de code qui seront utiles si vous voulez reproduire ça et récupérer les infos de la carte de quelqu'un, ce que je ne vous conseille pas de faire. Légalement, c'est compliqué. Donc, dans un premier temps, la partie mise en chasse de l'appareil. Donc, on va utiliser la classe NFC Adapter, donc qui est dans la librairie Android. On va venir récupérer notre adapteur en passant par mettre le contexte. Et on va pouvoir l'activer en appelant la méthode Enable Reader Mode avec en paramètre l'activity qui nous permettra de lier l'antenne NFC avec notre activity. Comme ça, si on fait un finish, l'antenne s'éteint automatiquement. On lui passe ensuite une callback qui sera appelée lorsqu'un tag sera détecté. On lui passe la technologie à utiliser. Donc ici, NFC A, NFC B. Et on peut lui passer des extras, mais dans notre cas, c'est pas utile. Pour la partie mise en chasse, c'était assez simple. Pour la partie link avec le tag, ça va l'être aussi. On va utiliser la classe ISODEP, donc également fournie dans la librairie Android. Ça n'avait rien à voir avec Pirates des Caraïbes, ça. Rien à voir avec Johnny Depp. Je me perds, bien joué. Donc on va avoir notre méthode processTag, donc qui prendra en paramètre le tag qu'on aura appelé précédemment. On va venir faire un isodep.get sur notre tag pour créer un tunnel de connexion entre le terminal et la carte qu'on aura trouvée. On va venir s'y connecter, y passer une timeout, donc ici 3000, qui indique qu'au bout de 3 secondes d'inactivité de la part de la carte, on va se déconnecter. Et ensuite, on va pouvoir exécuter notre code. On va faire ça proprement, on met ça dans un try and catch, comme ça on évite d'avoir un crash non voulu. Pour la partie link, c'était assez simple. Maintenant, on passe au dur, on passe aux outils pour nos commandes APDU. Donc pour commencer, l'envoi de commande. On va avoir notre fonctionnalité send commande, donc qui prendra en paramètre notre commande au format byte array et qui retournera une APDU response. On va récupérer notre instance isodep. On va faire un transif dessus pour envoyer notre commande. On va wrapper ça avec un let et ensuite on aura notre réponse au format byte array et appeler la méthode parseResult pour parser tout ça. On va faire un petit point sur la classe APD response, voir comment on gère ça. Donc on a 3 paramètres, le MSW1, MSW2 qui sont les en-têtes comme nous a expliqué Antoine avec la nature de la réponse, si c'est un succès ou pas, et nos data. Donc ici directement au format liste de TLVTag. Et donc sur la droite, on a notre classe TLVTag qui contiendra le nom de notre tag, sa taille, les data au format brut, au format byte array, et les children, donc le résultat parsé sous forme de liste TLVTag. Vous sentez arriver la récursivité, c'est pour bientôt. Ensuite, on a la méthode getResponse, donc qui viendra parser une première fois notre réponse au format byte array pour le transformer en API de response. On va venir instancier notre API de response, vérifier si la taille est supérieure à 2. Si c'est supérieur à 2, ça signifie qu'elle a de la data. Et si elle a de la data, on va venir la copier-coller dans le paramètre data et la parser avec parseLVData. Et ensuite, on va récupérer nos caractères d'en-tête, les assigner et retourner la réponse. Je me permets de boire un peu d'eau parce que ça ne doit pas être super agréable. Et je vous laisse admirer ça. Et donc, notre fameuse fonction récursive, la parseTLVData. Donc, on va prendre en paramètre notre data qu'on voudra parser au format byte array et en paramètre une response list qu'on va venir initialiser par défaut comme une mutable list of, qui nous permettra de stocker tous nos tags par la suite. Donc, on va venir initialiser une liste dans laquelle on va venir initialiser un tag, récupérer son nom, sa taille. On va venir récupérer les data au format brut, les copier dans tag.data, et ensuite on va venir, pour les children, réappeler notre méthode parseLVData en lui passant le tag data qu'on vient de générer, enfin qu'on vient de récupérer, et la response list qu'on a en paramètre. Comme ça, on va repasser dans cette fonction pour chacun des enfants, revenir réassigner dans la response list, et une fois que tout ça est fait, on va pouvoir l'ajouter à la liste
et la retourner. Là, on a volontairement raccourci le code, parce que sinon, je crois qu'on a facile 200 lignes de vérification avec des caractères spécifiques. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la joie. Et donc, pour finir sur notre petite boîte à outils sur comment envoyer des commandes, comment envoyer, parser les résultats, on a la méthode build select ID command. Donc, comment générer la commande ID qu'Antoine nous a présentée tout à l'heure. Et la commande select ID qu'Antoine nous a présentée tout à l'heure. On va venir ouvrir un byte array output stream dans lequel on va venir écrire notre commande select. On va venir passer les paramètres P1, P2, le paramètre LC, donc la taille des données qu'on envoie. C'est ça? C'est ça. T'avais suivi, Loïc, c'est très bien. Ensuite, on va venir écrire l'ID qu'on souhaite sélectionner. Ah, je passe trop vite. Et on va venir finir avec le petit paramètre LE. Antoine, c'est quoi LE? C'est la longueur attendue de la réponse, mais 0,0 quoi. Et on vient retourner tout ça au format byte array. Et à partir de là, on a notre commande select ID. Et je pense qu'on est pas mal pour commencer à communiquer avec la carte. Ouais. Alors, pour résumer un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'on sait faire pour le moment? Eh bien, première étape, on sait mettre en chasse le téléphone Android. Donc là, on va être capable de lire des tags. Ici, nous, ça va être des tags qui sont spécifiques aux cartes bancaires, mais on va être capable de lire n'importe quel tag NFC. On sait se lier avec le tag. Encore une fois, que des méthodes natives, que des méthodes du SDK Android, rien de sorcier, et c'est utilisé sur plein de technologies hors carte bancaire. On a écrit des fonctions qui permettent d'envoyer et de recevoir des datas. On a écrit des fonctions qui permettent de parser une réponse et d'aller récupérer juste la partie qui nous intéresse, à savoir la donnée. Et on sait comment construire une commande. Ça, de toute façon, il n'y avait rien de très sorcier, c'était du Kotlin, juste écrire un tableau de byte array. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous rappelle juste le petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. On envoie le PSE, on récupère les ID, on choisit le premier. On envoie le PDOL, on envoie le select ID, on récupère le PDOL. On génère la réponse au PDOL. On envoie le get processing option avec la réponse du PDOL. On récupère le cache, la carte, pardon, le numéro de la carte. Du coup, je vais passer très vite sur la partie implémentation, mais en utilisant tous les outils que Loïc nous a présentés. On peut ici construire le PSE, envoyer la commande PSE. Si c'est un succès, on parse la liste des ID en réponse. On choisit le premier. On construit la commande de select de l'ID avec l'ID qu'on a sélectionné. On l'envoie. Si c'est un succès, on parse le PDOL. On génère la réponse du PDOL. Bon, ça, du coup, ça va être à la discrétion du développeur de mettre la devise, le pays et l'heure en fonction des paramètres du téléphone. On construit la commande get processing option avec ce PDOL. On l'envoie. Et si c'est un succès, il n'y a plus qu'à aller récupérer dans les infos qu'on a en réponse les informations de la carte, y compris le PAN. Ah, vas-y. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, je pense qu'on va pouvoir passer à la démo. Donc nous de notre côté, on a imaginé ça comme un SDK qu'on utilise sur le projet, et là vous avez ici le petit sample qui utilise ce SDK pour lire les cartes. Ici, pour éviter toute fuite de données, on va utiliser une carte factice, donc une carte qui n'est reliée à aucun organisme bancaire. Donc on va juste... Et qui a quand même dans sa puce toutes les informations. Il y a un numéro de carte, il y a une date d'expiration, il y a tout ce qu'il faut dans la carte, mais il n'y a pas de vrai compte bancaire derrière. Et ça passe pas au McDo. Donc, on va venir cliquer sur Scan Card. Antoine, je t'en prie. On le place sur l'antenne. Et ici, on affiche une petite carte avec les 2 premiers chiffres du PAN, les 4 derniers et la date d'expiration. Pourquoi il y a des dièses au milieu, Loïc? C'est pas avec ça qu'on va être riche, hein? Tout simplement parce qu'on n'a pas les certifications. Pour manipuler les données d'une carte bancaire, on a besoin de certifications assez spécifiques. Dans le cadre de notre projet, on n'avait pas forcément le temps ni de personnes ayant ces certifications. Donc on a fait au plus simple, et le plus simple est de tronquer une partie du PAN.
Donc en troquant une partie du pan, on peut s'amuser avec ces données. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui disent bon, ça c'est un peu du cheat, ils ont hardcodé le truc, on passe n'importe quelle carte et ça marche. Donc s'il y en a qui ne nous croient pas, je vous invite à nous montrer votre carte et on va vérifier. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec toutes les cartes générées, Apple Pay, tout ça. Par exemple, Antoine, t'as Apple Pay, non? T'as pas le choix, ils sont là. Oui, j'ai Apple Pay sur mon téléphone. Tu veux qu'on essaye avec Apple Pay? On peut essayer avec Apple Pay. Ouais, d'accord. Et voilà, n'hésitez pas, prenez les numéros, faites-en ce que vous voulez. Attends, je vais me mettre devant l'écran. Ouais. Non, ça sert à rien. Ça marche juste pas. pour information, les cartes que vous avez sur Apple Pay et toute autre wallet sur votre téléphone ou autre device sont des cartes générées via un token. Donc, au niveau de l'organisme bancaire, un token va être généré, envoyé au device, et le device va générer une carte temporaire. Par exemple, sur iPhone, puisque je ne sais pas trop comment ça marche côté Android, si vous allez dans les réglages sur votre wallet et que vous regardez votre carte, il va vous donner au format tronqué votre PAN de la carte physique et de votre carte générée. Donc vous pouvez prendre ces numéros, ça servira pas à grand chose. Mais du coup, Loïc, les numéros là, on les a, nous? Nous, les numéros, on les a. On peut s'amuser avec. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Eh ben, Loïc nous a montré qu'il y avait de la doc. Il y a pas mal de choses qui sont normées, donc si ça vous fait rire d'aller lire de la doc, ça existe. Vous allez trouver ça sur Internet. C'est pas Agatha Christie, mais vous allez trouver les infos qu'il faut dedans. C'est peut-être même un peu trop des fois précis dans les documentations, et on aimerait bien, nous on est dev, on aime bien avoir des documentations claires et précises avec un beau tableau avec tous les trucs. Et bah, pour trouver un tableau avec la liste de toutes les réponses possibles, la liste de toutes les codes d'erreur possibles, il faut se lever de bonne heure. Ensuite, deuxième chose, bon, c'était un peu rébarbatif quand même par moment, mais c'était plutôt simple malgré tout. Il y a de l'algorithmique, parlant de tableau de bytes, il y a des fonctions récursives. J'imagine que dans la salle, vous êtes tous quand même plus ou moins habitués à ces concepts-là. Ça reste pas si complexe. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, finalement. Là, dans l'exemple qu'on a fait, il y avait 3 allers-retours entre la carte et le téléphone, et on a le numéro de la carte. Le problème, c'est que les constructeurs, ils n'étaient pas forcément tous d'accord sur le protocole à la base, Loïc. Alors, ils étaient tous d'accord pour le paiement classique. Pour le paiement sans contact, là, c'était plus compliqué. Côté Visa et Europay, c'était assez simple, ils se sont mis d'accord. Côté Mastercard, là, c'était plus compliqué. Si jamais vous voulez refaire ça et récupérer des données d'une carte Mastercard en sans contact, il faudra modifier l'algo, puisque les données ne sont pas stockées exactement au même endroit que pour les deux autres. Il faudra passer par un autre tag et aller récupérer spécifiquement les valeurs à cet endroit. Je vous laisse imaginer du coup l'enfer des tickets Jira qui remontent en disant oui, avec le crédit agricole sur la carte machin, on n'a pas réussi. Enfin, ça nous est arrivé bien trop souvent et c'était très compliqué à tester parce que je vous laisse imaginer qu'il nous faut un corpus de tests plutôt complet pour faire ça et que récupérer des vraies cartes de vraies personnes, c'est un peu chiant. Et le mot de la fin, c'est que finalement, on ne peut pas vraiment tout faire. Certaines infos sont liées au compte bancaire, ça c'est OK. Il y a certaines infos qui sont par contre liées uniquement à la carte. Je pense au petit numéro qui est écrit derrière, il est écrit sur la carte, mais il n'est pas codé numériquement dans la carte. Donc vous ne pouvez pas juste aller récupérer toutes les infos pour faire des paiements depuis une carte. En plus de ça, vous ne pouvez pas non plus aller vous imaginer vous balader dans le métro ou dans le bus avec votre appareil et récupérer toutes les infos de la carte de tout le monde, parce que pour 2 raisons. Parce que on l'a vu là, si vous avez été attentif à la démo, il faut quand même que la carte soit assez près de votre téléphone pour que ça fonctionne. Nous, dans le cadre des contrôles, les téléphones qu'ils utilisent, c'est des gros téléphones durcis qui sont avec un lecteur de code barre, avec pas mal de capteurs et des puces NFC qui sont adaptées aussi. Mais sur des appareils comme ça, la puissance se fait qu'il faut que vous soyez quand même assez proche de la carte pour que ça fonctionne. Et
enfin, on a d'autres sécurités, Loïc, hein, qui peuvent être mises en place. Ou alors on peut tout faire, enfin on peut quand même faire un paiement jusqu'au bout. Alors, malheureusement, on peut faire un paiement jusqu'au bout. On peut te voler de l'argent. Par contre, comme j'ai dit au début, la norme MV implique une certaine sécurité, une vérification et un chiffrement par la puce. Donc, techniquement, le voleur va être limité au bout d'un certain temps. Puisque chaque transaction va être vérifiée par la carte. Si la carte détecte 3 transactions d'une même valeur d'une même personne et trouve ça louche, suspect, On peut dire, hein. la carte peut temporairement bloquer la transaction et c'est le cas que vous avez peut-être déjà eu. Le sans contact ne fonctionne pas, il va falloir insérer la carte une prochaine fois pour le réactiver. Donc il y a déjà ce genre de sécurité et si vous voulez vraiment éviter d'avoir aucun problème de ce genre, il y a les petits portefeuilles métalliques qui empêchent le passage des ondes NFC. Et donc ça les protégera au maximum de ce genre d'intrusion. Même si quelqu'un veut copier votre carte, il faudra vraiment qu'il soit collé à vous. Voilà, c'est ce qui termine un peu notre talk sur les discussions avec les cartes bancaires. J'espère que ça vous a plu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous en reparler plus sur les réseaux parce qu'on va devoir filer assez vite. Mais en tout cas, c'était vraiment super d'être sélectionné pour venir ici. On connaissait pas Nantes et c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est Nico qui a gagné les Somme Ouzbek. Qui est Nico? Félicitations. On vous a mis aussi des petits liens. Je pense que vous pourrez récupérer les slides pour du coup quelque chose qui nous a beaucoup aidé sur la partie flow de transactions EMV. Donc c'est en plusieurs parties là je vous ai mis que la partie 2 mais après les parties sont liées les unes aux autres pour bien comprendre les différents échanges, comment ça fonctionne, les différents types de réponses que vous pouvez avoir et les différents paramètres qui peuvent influer ou pas sur les requêtes. Et comme disait Loïc, on peut pas vous donner le code de notre SDK. Il y a une librairie qui existe qui est en Java, mais qui globalement reprend à peu près les mêmes concepts que ce qu'on vous a présenté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et je pense qu'on a un petit peu de temps pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Ah. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, bon, déjà merci pour la présentation, c'était très clair. Moi j'avais une petite question sur le PayDoll. On envoie des informations, mais derrière elles servent à quoi la carte? Enfin, à quoi ça sert d'envoyer la devise, l'heure, la date, avec ce genre de choses? Alors dans notre cas, à rien du tout. C'est juste au niveau du protocole d'échange qu'il faut les envoyer, mais après si vous allez jusqu'au paiement, ça va construire en gros la carte dans les étapes suivantes, elle va construire une suite d'octets en fait qui va comprendre également ces informations-là pour transmettre après à la banque au niveau du terminal de paiement. Du coup, vous pourriez envoyer n'importe quoi, techniquement. Techniquement, oui, on pourrait envoyer n'importe quoi. Là, nous, on avait mis des vrais trucs, mais non, je pense qu'il y a des tags où on envoie n'importe quoi. Là, c'était très simplifié, mais en fait, le PayDoll est un peu plus complexe que ça. Ouais. Je me demandais, ça a l'air, comme vous disiez, ça a l'air super complexe d'apprendre toutes les méta et tout qui vont les tags qui vont bien. Est-ce que des outils comme des chatbots comme on envoie Fluir pléthore aujourd'hui, ça marche bien? Est-ce qu'ils intègrent bien ce genre de normes et on arrive bien à récupérer justement des codes erreurs comme tu citais comme exemple qui était compliqué? Non, les chatbots sont totalement à la rue. J'ai testé de lui demander ce qu'il fallait faire. Dans les grandes lignes, il va te dire ce qu'il faut faire. Par contre, quand tu vas plus loin, tu peux lui demander un tag ou quelque chose comme ça. Nous, on a galéré à trouver l'information. Je pense que lui aussi, parce qu'il est à la rue. Ok, ça marche. D'autres questions? Bravo pour la présentation. La distance en fait à laquelle on doit payer sur le module de paiement, du coup, c'est une norme de sécurité ou c'est une limite? C'est une norme, c'est pas une limite technique? Alors, je suis pas sûr que ce soit normé ça particulièrement. C'est normé, Loïc? Ouais.
C'est dans l'ISO 1443 qu'on voit au début, dans l'interface de fréquence radio, qui donne une fréquence vraiment très courte, qui fait que si vraiment tu veux passer ta carte, on est sur 5 cm maximum. D'accord. Quasiment. Ok. Il peut pas y avoir des modules pirates un peu qui lèvent ce truc-là et qui. Pas que je sache. On n'a pas les fouillés dans ce coin-là. Merci. Pas d'autres questions? Non? Bon, bah, merci à vous. Merci. Thank you.